Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, et comme vous l'avez vu dans le titre, je vais parler d'iPhone. Comment expliquer ça? Très simplement. En gros, j'ai fait une petite collaboration avec, et merci, je remercie l'agence de presse qui me permet ça, qui m'a proposé ça, avec Wifix pour la gamme de films de protection qu'ils proposent, et ce qui fait que, au-delà de ça, en fait, l'iPhone est un simple bonus, c'est-à-dire que vous aurez une vidéo dessus. Si vous êtes intéressé notamment pour protéger le téléphone, vous aurez la vidéo dessus. Le but n'est pas d'en parler là, mais en tout cas je les en remercie puisque ils auraient pu refuser en soi. Je parle de l'iPhone qu'ils m'ont prêté, c'est un iPhone reconditionné et qui est spécifiquement prêté pour le test, donc ce qui fait que je le maltraite aussi et j'en parlerai dans la vidéo en question, mais ce qui fait que c'est une solution intéressante en tout cas, et je les remercie de leur ouverture parce qu'en soi les iPhones n'étaient pas forcément obligés de fonctionner. Il a fonctionné, j'en ai profité, j'ai demandé si je pouvais faire cette vidéo, et voilà. Petite parenthèse fermée par rapport à Wifix. Parlons maintenant un petit peu de l'autre parenthèse. Pourquoi, pour le coup, un iPhone? Donc, ce qui fait qu'il me proposait, en fait, tout simplement, c'est ce qui était le plus facile à montrer, et je me suis dit, bah, je critique beaucoup iOS, Apple et l'iPhone depuis très longtemps, sans en avoir jamais testé réellement aucun, au moins quelques jours. Ce qui est bien avec ce qui se passe là, avec cette petite collaboration, c'est que je peux me faire enfin un avis sur ce que vaut un iPhone aujourd'hui, et est-ce que réellement c'est sympa. Alors certes, je suis cantonné à un iPhone X qui est de la première génération, on va dire, de ce type, mais qui reste tout de même très performant. Ce qui est bien, c'est que je suis sur iOS 13, il a un processeur qui est quand même encore très puissant, hein, puisque aujourd'hui, là où Android se vantait un petit peu de la puissance, ce sera autre chose. Merci le chat de me faire chier. Ce qui fait que là, pour le coup, voilà, j'ai pu tester l'expérience iOS. Je me suis dit, et pour bien commencer ça, je me suis dit, eh bien, on me vante tellement les mérites d'iOS. Est-ce que c'est réellement le cas? Est-ce que c'est réellement si intéressant que ça? Surtout avec Face ID, dont on loue tellement les choses que je trouve que c'est presque de l'hystérie. Ou du fanboyisme, tout simplement. Alors, quelle est mon expérience? Que vaut cet iPhone pour moi? Que vaut iOS, l'expérience iOS, en dehors de tout l'écosystème Apple, puisque bien évidemment, j'en ai aucun aujourd'hui? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Donc, on se centre sur l'expérience iOS face à Android. Alors, tout d'abord, avant de parler spécifiquement d'iOS, parlons rapidement de l'iPhone X. Sachant que l'iPhone XS et l'iPhone 11 Pro, c'est la même chose, hein. Clairement, au niveau design, etc., c'est pareil. Oui, parce que l'évolution chez Apple, c'est en option. Voilà, c'est la première pique, mais c'est gratuit. Il y en aura pas tant que ça, mais juste pour dire, vu que pour l'instant, ça n'a pas réellement vieilli, que dire réellement de cet iPhone X, en gros de la taille de l'iPhone X. La taille est vraiment bien, dans le sens où on est sur du 5.8. Aujourd'hui, c'est réellement plus quelque chose qui, surtout sur Android, est présent. Aujourd'hui, on est plus sur du 6 pouces. Personnellement, celui que j'ai de plus petit, et qui en plus de ça est un bon comparatif sur diverses choses, c'est ici le Meizu 16e. Un smartphone que j'apprécie énormément pour divers points, et qui aujourd'hui j'utilise moins dû au manque d'NFC. Mais réellement c'est presque ça, et à une autonomie un peu limite. Et ce qui fait que, en termes de form factor, voilà la différence entre un 6 pouces et un 5.8. C'est pas quelque chose qui est négligeable, et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est quelque chose que beaucoup de gens recherchent, c'est-à-dire un smartphone qui reste relativement compact. Et sur Android, clairement, on en a vu
On n'a vraiment pas vu beaucoup où c'était pas réellement de haut de gamme. Après, on a vu Apple avec l'un avec un capteur, l'autre avec le second capteur sur la version Max ou Pro ou Plus ou tout ce que vous voulez, puisque ils ont décidé aussi d'avoir plein de noms différents maintenant, donc ça change un peu tout le temps, c'est un peu chiant. Mais ce qui fait que c'est quand même un avantage de ce point de vue-là déjà d'avoir toujours gardé ce 5.8 pouces. Très honnêtement, combien de temps ils vont le garder? C'est un peu la question qu'on peut se poser. En soi, j'ai toujours trouvé le design des iPhones assez banal. C'est très banal, ça reste très bien en soi, mais je trouve qu'il n'y a pas d'identité, c'est trop propre, ça manque un petit peu de quelque chose. Là où par exemple, je trouve que le Meizu a quelque chose en plus. Même s'il reste très sobre, il a quelque chose en plus. Là où, après, Honor, c'est un peu différent, c'est pas la même cible, mais par exemple, les SD, je les aime bien parce qu'ils ont un design à eux, ils ont un meilleur design, ou Oppo, notamment avec les Oppo Reno, qui, pour le coup, avec les caméras qui sont, en plus de ça, sous la dalle, sous la dalle en verre du dos, ça a un réel cachet, il y a une réelle recherche d'identité, quelque chose qui se démarque. Ici, chez Apple, j'ai toujours l'impression de voir, d'année en année, quasiment la même chose avec des toutes petites retouches. Alors, c'est un choix, mais c'est quelque chose qui me déplaît parce que ça reste trop peu. Néanmoins, voilà. Après, bon, ça reste réussi, ok, bon, voilà. J'aime pas du tout le double capteur comme ça, mais bon, on fait avec. On a ce côté, cet avantage où c'est borderless. On a quand même des bords qui sont un peu épais, surtout sur Android, où on en a qui sont vraiment moins épais. On a le côté uniforme, presque. Alors, on va me dire, oui, c'est uniforme partout. Sauf que, excusez-moi, ça, ce n'est pas possible. Cette encoche, c'est quelque chose que je trouve extrêmement frustrant. Parce qu'on ne profite pas de l'écran complet, parce que on a très peu d'informations dans la barre d'état, on a très peu d'informations là, puisque ça sert juste à donner l'heure, et c'est tout le temps. Là où sur Android, l'avantage, et surtout, et je reparlerai sur la partie iOS, on a les notifications qu'on n'a pas du tout là. Et j'y reviendrai, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur iOS. Ce qui fait que ça, c'est une première chose. On a la partie ici pour mettre en mode vibreur ou en mode sonnerie. Bon, c'est pas quelque chose que j'utilise, c'est pas quelque chose que je trouvais pertinent déjà sur un OnePlus. Je sais qu'ils l'ont pris d'iPhone. Beaucoup ont pris cette habitude, ça, c'est plus un choix. Mais je l'ai pas trouvé spécifiquement plus intéressant. Que dire de plus? Bon, on n'a plus de jack. Aujourd'hui, après, c'est pas trop grave. J'utilise parce que j'utilise beaucoup de filaires, hein, comme vous le savez. Mais j'ai découvert la parade avec les FiO BTR3 ou JAD Audio XC3 avec moins de NFC, ou plus audiophilement parlant, les FiO BTR5 que je compte bien acquérir à un moment donné. Surtout quand il y aura la crise qui sera finie avec ce putain de virus. Ce qui fait que c'est quelque chose qui permet sinon j'aurais cassé du sucre dessus, mais c'est plus le cas, et surtout que tous les acteurs plus ou moins ont suivi, il y en a qui y reviennent, il y en a qui le gardent encore. Dans la réalité, pour revenir rapidement sur ce point, je serai toujours chiant là-dessus, dans la réalité, c'est pas quelque chose que... C'est juste, en gros, ça a juste permis de faire, d'une part, faire vendre des adaptateurs, on va être clair là-dessus, et d'autre part, de pousser les gens à acheter leurs AirPods très chers, et ce qui fait que ça a créé un nouveau marché. C'est clairement préparé pour ça, ça a clairement été fait pour ça, on va pas se le cacher, et c'est uniquement pour ça. Donc là-dessus, je serai intraitable dessus. Bref, voilà, c'est une vision rapide de l'appareil, du design en lui-même, c'est quelque chose qui évolue peu, donc ça reste encore aujourd'hui valable. Parlons maintenant de la partie iOS. Parlons maintenant un petit peu d'iOS. Alors, j'ai beaucoup de points à aborder. J'ai fait 3 vidéos de 10 minutes pour en parler, mais je me dis que c'est peut-être un peu trop long. On va essayer de faire simple, et je vais tout déballer d'un coup pour faire au plus simple. Qu'est-ce que j'ai apprécié tout d'abord? On va parler de positif, et après on parlera beaucoup de négatif qui arrivera après. Je le fais en 30 fps pour pas avoir de limite de temps, parce que sinon, je sens que je vais dépasser les 1/4 d'heure pour en parler. Juste rapidement, avant ça... il faut savoir que iOS, on l'a toujours survendu, en tout cas c'est comme ça que je le vois, on l'a toujours survendu comme un OS, et limite certains redécouvraient ce que c'était qu'utiliser un iPhone, un téléphone, via un iPhone, via iOS, parce que Android a beaucoup trop de retard sur beaucoup trop de choses. Je trouve qu'aujourd'hui, rapidement pour parler de marketing, Apple sait utiliser le neuromarketing, Apple a les bons discours, ils ont des fanboys qui sont très convaincants, et ils arrivent à faire croire à des choses qui ne sont pas forcément vraies, ou en tout cas à amplifier la réalité des choses, et ce qui fait que aujourd'hui c'est quelque chose où les gens amplifient, améliorent, et pas améliorent, mais le discours est toujours un petit peu plus brassé, rebrassé, rebrassé, et amplifié, et il y a l'effet de groupe, il y a l'effet où tout le monde voilà, je perds le mot, je sais pas quel mot je veux dire, mais je pense que vous comprenez le truc.
Beaucoup de tech autour de moi, ils sont passés et adorent ça, et quand j'ai reçu l'iPhone, on m'a dit « Tu vas voir, tu vas apprécier à mort, etc. » Alors, parlons des choses positives avant de parler du négatif. Qu'est-ce que je trouve de positif sur iOS? Sur iOS, il y a une chose positive, on va dire déjà sur la gestion des gestes. Sur Android, on a vu que tout le monde a voulu copier ces gestes. Les gestes sur iPhone sont effectivement beaucoup mieux faits. Hein, on va pas dire le contraire, c'est totalement le cas, c'est beaucoup mieux géré. Et tant mieux pour ça, hein, puisque pour le coup, j'ai pas grand chose à dire de plus, mais si ce n'est que c'est bien fait. On a la gestion pour passer d'une app à une autre qui est bien fait, enfin une app à une autre, pardon, la gestion pour le multitâche, c'est très bien, c'est très bien géré là-dessus. Je trouve que c'est mieux qu'Android. C'est mieux qu'Android, c'est un côté un peu plus fluide, c'est un peu mieux géré, et on a ce découpage des applications qui peuvent être très dégueulasses, et je pense à MIUI par contre là-dessus, qui peuvent être très dégueulasses sur le côté. Là-dessus, ok, nickel. Vraiment très bien. J'ai pas quelque chose, c'est pas quelque chose que je reproche. De l'autre, on va avoir la fluidité dans les applications, j'ai envie de dire, dans certaines applications. Effectivement, et mon exemple le plus parlant, le plus criant, c'est Twitter. Twitter semble un peu codé avec le cul. On a quelques petites accroches sur iOS, mais elles sont très légères. Sur Android, et selon les OS, on peut avoir quelque chose d'équivalent, et je pense par exemple à ColorOS pour Oppo, qui va proposer une fluidité qui est équivalente. Je pense aussi au Honor View 20, qui est en train d'enregistrer, au Honor View 20 qui a une fluidité équivalente. Mais bien sûr, il y a des OS qui le gèrent beaucoup moins bien. Et je pense que c'est une gestion aussi en interne, et c'est une application, je ne sais pas comment elle est gérée, mais je pense un petit peu avec le cul, donc il faut qu'ils arrivent à trouver des parades du côté de la surcouche, et ce qui fait que par exemple, Flyme le gère beaucoup moins bien. Et celui qui, pour ce que j'ai testé, c'est du côté de MIUI, où là c'est un peu plus catastrophique. Et effectivement, ça se voit. Là-dessus, ok. Mais pour beaucoup d'applications, je pense à Deezer, Discord, Instagram, les deux sont aussi fluides en fait. Donc je vois pas cette différence de fluidité, je vois pas cette amélioration des réseaux sociaux par rapport à la concurrence, en tout cas ni sur Discord, ni sur Instagram, ni sur Twitter, ni sur Messenger, puisque c'est quasiment les mêmes applications, c'est limite du portage. Je vois pas cette différence. Limite, ce que j'ai préféré sur Android, personnellement, c'est quand on pouvait switcher d'un onglet à l'autre, ce qui n'est plus le cas. Les onglets étaient en haut, maintenant il faut taper en bas. Donc on perd ce côté geste, c'est un peu con. Qu'est-ce que j'ai apprécié aussi en soi? En fait, c'est un peu tout ce que j'ai apprécié, spécifiquement sur l'iPhone, qui est un peu mieux qu'Android dans certains cas. Pour le côté neutre, avant de passer au négatif, je tiens à dire que face à Android, pour moi, iOS, c'est juste un OS comme un autre, face à Android, qui a ses défauts et ses qualités, mais qui n'est ni spécifiquement meilleur, ni spécifiquement plus mauvais. Par contre, je trouve que iOS a mal vieilli sur certains points. En fait, ça me fait penser à certains moments à MIUI, dans le sens où, depuis MIUI 6, ça n'a pas tant évolué de MIUI 6 à MIUI 11. C'est un peu la même chose et le même reproche que j'aurais sur iOS, parce qu'il y a beaucoup de défauts qui aujourd'hui ne devraient plus l'être pour simplifier justement l'utilisateur, toutes les fonctions du smartphone. Ce qui fait que globalement c'est positif, on a beaucoup de choses qui sont bien, on a beaucoup de choses qui sont moins bien, mais globalement oui c'est un bon OS, je veux dire au quotidien, utiliser l'un ou l'autre, juste à s'adapter, mais on s'en fout. Franchement on s'en branle. iOS n'a rien de spécifique, alors peut-être avec l'écosystème complet, peut-être, avec AirDrop, tout ça. Mais en dehors de ça, franchement, il n'y a rien de spécial. Et en fait, ça m'a limite presque déçu de voir que c'était un OS aussi normal par rapport à ce qu'on m'a vendu. Et je suis juste là. Alors j'ai essayé de me renseigner, avoir des petites infos, ceci, cela, sur l'utilisation au quotidien. J'ai fait comme si c'était un smartphone classique pour moi, donc un utilisateur totalement, entre guillemets, lambda, mais intensif. Et il n'y a rien de spé, quoi. Je suis pas étonné plus que ça. Et pour nuancer un petit peu par rapport à iOS et Android, je veux dire, Oppo emprunte beaucoup d'iOS dans sa surcouche, et emprunte beaucoup d'Android, et fait un mix des deux qui est, pour moi, assez intelligent. Et qui, en plus de ça, va emprunter ce système un peu de fluidité, ce qui fait que, globalement, la fluidité va être la même entre les deux. Et ce qui fait que, voilà, il y a ça, il y a OnePlus qui fait du 90 Hz, maintenant on a du 120 avec Samsung, ce qui fait que cette fluidité spécifiquement, pas plus que ça en fait. Aussi les gestes, j'en parle rapidement parce que c'est un peu neutre. Personnellement, je préfère les boutons, que ce soit sur Android, sur iOS on n'a pas le choix, mais sur Android, je préfère les boutons. Les gestes, je les trouve quand même moins bien pensés globalement qu'iOS, sauf sur un point, je reviendrai sur les défauts. Et les boutons, je trouve que c'est plus réactif, c'est plus rapide, c'est plus simple, c'est plus efficace. C'est plus du tac au tac, là où un geste, on va perdre le temps de faire ça, et après ça va faire l'action. C'est très joli. On a ce côté animation très joli. Maintenant, Android s'y est mis aussi
mais c'est pas mieux, c'est pas mieux pensé, c'est pas plus ergonomique, c'est juste plus joli, ça a un effet plus waouh, c'est tout. C'est juste ça. Après, ça marche bien sur iOS, c'est plutôt bien pensé. Sur Android, on a le choix, et on voit clairement la différence. Quand on a le choix, on voit cette différence. Pour nuancer mon avis, voilà, c'est ça. Maintenant, parlons des défauts, et j'en ai plein, du plus petit, entre guillemets, au plus gros, mais là où je veux dire en soi que c'est des défauts par rapport à ce qu'on me vend. Dans le sens où, spécifiquement, dans l'utilisation quotidienne, on s'en fout un peu, on s'y adapte. Mais moi, on me vend, et iOS vend un OS qui est simple à utiliser. Donc s'il est simple à utiliser, il doit être ergonomiquement simple à utiliser, qu'il soit au plus simple pour l'utilisateur. Et pour beaucoup de points, je trouve que pour le coup, Android fait mieux. Et pour le coup, avant de faire un peu la conclusion, je m'attendais pas à avoir ce type de défaut-là. Et j'étais même surpris, parce que pour le coup, j'en connaissais assez peu, je connaissais certains points. Mais sur ces points-là, en fait, je trouve que c'est exactement l'opposé de ce qu'on vend d'iOS par rapport à Android. Alors, justement, on va y aller, on va essayer de faire au plus simple. J'en suis déjà à 8 minutes, là, je vois, pour cette partie iOS. Donc, on est déjà à 15 minutes sur une vidéo, hein, ça fait bien. Pour commencer les défauts, donc là, à commencer vraiment à tailler dans le gras. Ma première expérience quand je suis arrivé sur cet iPhone, ça a été de créer mon compte et de me mettre sur l'App Store pour aller chercher mes applications. Une application sur Android, je la télécharge en faisant, je vais sur l'application, installer, où je reste appuyé, ça me fait l'image, un peu repris du 3D Touch. Hein. Ça fonctionne de pareil d'ailleurs, hein. J'ai la même sensation sur 3D Touch, petite parenthèse. 3D Touch, c'est la version Android de 3D Touch sans avoir le système 3D Touch. C'est pareil, c'est exactement pareil. J'ai les mêmes fonctions, alors quelques petits changements divers et variés selon l'OS et les priorités, mais sinon ça fonctionne exactement pareil. Bref, ce qui fait que sur une application gratuite, sur Android, je fais installer, ça s'installe. Sur iOS, sur une application gratuite, il faut que je fasse obtenir, puis ça me demande, pour la version Face ID, de cliquer 2 fois sur le bouton Power, pas une fois, 2. 2 fois sur le bouton Power qui active Face ID. Et donc, ensuite, une fois qu'on est repéré, il va télécharger l'application. Que ça fasse ça pour une application payante, ça me dérange pas, je trouve ça logique, c'est de la sécurité, il n'y a rien de plus normal. Quoique le bouton double power, pour moi, ça n'a pas de logique. Certains m'ont expliqué que c'était pour un côté sécurisé, pour dire de façon hardware que je suis d'accord pour télécharger cette application. Ok, soit. Je suis pas forcément... Je peux comprendre la philosophie, mais... activer Face ID, ça permet de dire oui, je suis devant. T'es sur l'application, je suis devant, tu le télécharges. Bref, c'est un truc, tu vois, où... Enfin, tu vois, vous voyez, ou je préfère vous voyez. Dans l'idée, pour moi, c'est censé... Face ID, c'est censé être quelque chose, par exemple, Léo le défend très bien, où on va plus y penser. Et justement, là, ça me fait clairement penser à ça, puisqu'il faut appuyer 2 fois sur Power pour le télécharger pour une application, encore une fois, gratuite. Donc quand je veux enchaîner l'installation d'applications d'Instagram, etc., divers et variés, ça s'enchaîne pas vraiment. Alors, une fois que c'est téléchargé, une fois qu'on l'a téléchargé, obtenu, etc., on aura juste à cliquer sur le nuage, ça va directement la télécharger. Mais pour toute nouvelle application, quand on veut tester une nouvelle application, quand on veut tester un jeu, c'est moins simple qu'Android. Le fait que sur Android, on va avoir un peu ce même système, mais on va avoir le lecteur d'empreintes et ça va être uniquement pour le payant. Et pour moi, c'est logique. Ou quand on va devoir faire des paiements en achat in-app, c'est logique. Donc je pige pas trop, je trouve pas ça vraiment ergonomique. Ça fait d'ailleurs une bonne transition sur Face ID. Face ID, pour faire très rapide dessus, je ne trouve pas ça non plus spécifiquement mieux ergonomique que ce que propose ce que propose un lecteur d'empreintes. Les lecteurs d'empreintes aujourd'hui sur Android sont sous l'écran. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et j'y croyais beaucoup et j'y suis convaincu. Les premières versions n'étaient pas super fiables, certes. Aujourd'hui, on est sur quelque chose de très très fiable. Et si je prends ici le Oppo Reno x10 Zoom, que j'ai juste là, hop, voilà, c'est fait, c'est simple, c'est efficace. L'avantage surtout, c'est que quand on veut utiliser son smartphone, qu'on est sur un bureau, quand on est au travail, il est posé sur la table. Face ID, il va falloir se mettre devant pour le déverrouiller. Et un peu comme ça ou comme ça, mais clairement, on va pas pouvoir être comme ça. Hein. Ça se déverrouille pas, ça pas un angle très très large. Ou dans la nuit, vous êtes comme ça, ou vous êtes sur le dos et vous avez le smartphone comme ça, vous le tenez comme ça, prêt à dormir, ou sur le côté. C'est clairement pas très très ergonomique là-dessus. C'est pas très, c'est plus chiant à utiliser.
Un lecteur d'empreinte, bah, je mets mon doigt, paf, ça le déverrouille. Je suis dans le lit, paf, ça le déverrouille. Je suis là, paf, ça le déverrouille. Bref, je suis jamais gêné par le fait de l'orientation du smartphone par rapport à mon visage. Donc, le smartphone, il peut être comme ça, je peux le déverrouiller comme ça, et je peux l'utiliser comme ça. Notamment, j'ai une notification, je veux voir rapidement, répondre rapidement en étant sur la table, paf, je peux répondre très facilement. Et je le fais très souvent. Donc Face ID, pour l'avoir déjà fait sur d'autres Android, c'est relou. C'est vraiment relou. Je trouve pas ça que c'est la solution ultime, en fait. La solution ultime, pour moi, ça reste le doigt. D'une part, parce que de toute façon, aujourd'hui, pour utiliser un smartphone, on utilise toujours le doigt, donc c'est toujours logique de mettre le doigt sur l'écran, puisqu'on va le déverrouiller. Et à partir de là, on peut faire nos trucs. L'autre chose, c'est que quand Face ID nous détecte, alors on peut choisir d'afficher ou non les notifications. Donc une fois qu'il est détecté, il affiche le contenu des notifications. Mais à partir de là, il faut le déverrouiller. Et donc, ce qui fait que le truc, c'est que on le déverrouille et après, on peut le déverrouiller. Alors, vous voyez, ça, c'est aussi autre chose. Là, je vous montre un petit peu. Mais en gros, pour le déverrouiller, une fois qu'on est... Voilà, là, il faut bien que je le mette en face. Il faut que je fasse bien sur la barre. Si je le fais pas sur la barre, si je fais ça, je le déverrouille pas. C'est censé être simple. Là, il me l'a fait au bout d'un moment donné. Mais c'est censé être en une fois. Enfin, c'est le côté simple. Je regarde, alors sur Android on peut choisir, on peut le faire en 2 étapes, et soit sur Android on les réveille, donc soit ça se met devant et ça peut se réveiller, soit on appuie sur le bouton Power et on voit juste les notifications, soit on déverrouille directement, et hop, on arrive sur l'écran d'accueil et on peut regarder les notifications, on peut aller directement dans l'application en question. Bref, c'est plus simple sur Android puisqu'on peut arriver directement sur l'écran d'accueil ou sur l'application sur laquelle on a laissé l'appareil. Par exemple, voilà, hein, je fais un truc, je sais que je vais revenir dessus, paf, je le mets de côté, je fais mes trucs, je reviens dessus, je suis déjà dessus. Je trouve ça globalement plus simple, plus polyvalent, on a plus de choix, on a plus d'options sur notre gestion des notifications, notre gestion de déverrouiller son smartphone. Là, c'est juste trop simplifié et c'est pas rapide. C'est pour moi pas rapide. Que dire de plus dans les défauts? Je parlais des gestes tout à l'heure, le défaut que je voulais parler, c'est le bouton retour. Alors, sur un smartphone qui est petit, comme l'iPhone X, ou l'iPhone 11 Pro, le bouton retour est accessible à une main. Mais quand on est à une main sur un XS Max, parce que moi, je peux, grâce au clavier Google, utiliser beaucoup le smartphone à une main. Bah, en fait, c'est fait pour pas du tout d'une main, c'est fait pour du deux mains. Et le bouton retour, là où sur Android, pour le coup, les acteurs ont trouvé la parade en pouvant le faire à gauche ou à droite, hein, le bouton retour, sur iOS, ce n'est que à gauche. C'est un peu chiant. Continuons dans la liste des défauts avec les notifications. Gros pan, je vais essayer de faire très vite. Pour le coup, c'est mal pensé de partout. C'est mal pensé de partout parce que sur Android, c'est beaucoup mieux géré. D'une part, effacer une notification, ça demande toujours, encore une fois, 2 étapes. Aller vers la gauche, effacer. Aller vers la gauche, effacer. Aller vers la gauche, effacer. Première chose. Sur Android, aller vers la gauche ou vers la droite, ça l'efface. Sur iOS, si on va vers la droite, ça l'ouvre. Mais si on appuie dessus aussi, ça l'ouvre. Pourquoi mettre deux fonctions qui font la même chose, alors que justement sur Android, on clique dessus, on ouvre l'application, on le dégage d'un côté, on l'enlève. On va un peu vers la gauche, en général les surcouches chinoises proposent justement de gérer ce type de notification. On reste appuyé dessus, on peut les masquer. Bref, on a beaucoup d'options sur Android, beaucoup plus facilement accessibles que je trouve que sur iOS. De plus, on a aussi cette gestion de toutes les applications sont rassemblées au même endroit. Si j'ai reçu des MP Twitter plus des notifications Twitter, elles vont être rassemblées au même endroit, et donc je vais pouvoir en plus de ça les étendre et avoir la conversation, ou voir en tout cas lié à ça, et en plus de les avoir au même endroit. C'est quelque chose que je trouve beaucoup plus intelligent, et pour le coup, ça rassemble tout, c'est un côté plus clair, et on peut avoir des listes suite à une conversation sur Telegram, sur Discord, qui fait qu'on va avoir déjà quelques petites choses affichées. C'est un peu plus complet. Alors que sur iOS, ça devient très vite l'enfer, dans le sens où on va avoir des bulles pour chaque réponse, donc ça fait très vite, en fait, quelque chose de très très grand. C'est une gestion un peu différente, après c'est pas si mauvais, mais ça reste globalement, ergonomiquement, moins bien qu'Android. Ça fait beaucoup plus usine à gaz. Dernière chose, et c'est un point qui est très très bizarre, c'est pour effacer les notifications. Sur Android, soit on efface chacun, comme je l'ai dit, soit on appuie sur un bouton qui efface tout. Sur iOS, on a un bouton dans la partie centre de notification, donc sachant que on va voir en gros, de ce que j'ai compris, les notifications qu'on a déjà vues et les notifications qu'on n'a pas encore vues. Mais si j'appuie déjà sur le bouton X, pour moi, c'est censé déjà tout dégager.
on nous demande une confirmation. Donc 2 étapes pour faire un truc simple. Et donc ce qui fait que on va effacer pour moi sans de notification c'est en dessous, donc ça va effacer tout ce qu'il y a en dessous. Pourtant, il arrive à m'en effacer ceux d'au-dessus. C'est pas logique. Je ne l'explique pas. Ce qui fait que ça fait beaucoup de choses dans la partie de notification qui fait que je la trouve beaucoup moins agréable. De plus, avec le fait qu'on ait une énorme encoche due à Face ID, on n'a aucune notification simple, à part les bulles dans les applications, mais qu'on en a, puisqu'on a beaucoup plus la flemme de ranger hein, sur iOS, puisque c'est très chiant à ranger, j'en parlerai juste après, on a juste les bulles pour chaque application. Mais c'est plus visible dans n'importe quelle application de savoir quelle notification on a, et puis moi je peux les gérer, je sais que j'en ai en attente, et sur n'importe quelle application, je sais toujours ce que j'ai. Et ce qui fait que justement, la barre d'état sur iOS, à cause de l'encoche, on n'a rien à droite, et à gauche on a l'heure. Quasiment rien, puisqu'on a juste Wi-Fi réseau, et à gauche, l'heure, c'est très limité. On a quasiment rien, là où sur Android, surtout quand on n'a plus d'encoche, merci Apple, eh bien, on va avoir nos notifications, on va avoir notre gestion du réseau. Moi, j'aime bien afficher, par exemple, la vitesse du réseau. Je sais qu'une antenne 4G est morte puisque je l'ai téléchargée dans le vide. Donc, je suis pas là en train de dire, ah, film de merde, réseau de merde. Je sais que cette antenne, l'antenne sur laquelle je suis actuellement connecté, elle est morte. Et donc, je me mets soit en mode avion pour changer d'antenne, soit je vais attendre un peu parce que je sais que après ça va fonctionner, et je sais à quel moment ça va fonctionner puisque le réseau va monter en puissance. On va avoir tout de suite la vitesse qui va monter. Bref, c'est un petit truc comme ça. Mais la gestion des notifications, je déteste ça, ne pas avoir d'icône. Sur iOS, ça me manque forcément énormément. Justement, pour la partie principale, l'accueil d'iOS, ce serait bien d'évoluer un petit peu les mecs. Sur Android, j'ai une gestion des applications, c'est-à-dire que moi j'utilise mon smartphone à une main, donc ce qui fait que je fais selon, déjà je mets tout en bas, pour faire simple, si je fais pas de plan, en gros ça va donner, hop, ça. Les applications principalement utilisées, tout va être en bas, accessible à un doigt, et qui me permet justement d'avoir, selon mon ordre de priorité, donc vraiment dans cette idée-là, ce que proposait iOS avec l'iPhone 5, ça va de là à de là, eh bien justement, j'ai cette gestion-là, ça fait 20 minutes, putain, j'ai cette gestion-là, et donc ce qui fait que c'est beaucoup mieux là-dessus gérer, puisque je peux gérer comme je veux mes applications. Sur iOS, il va falloir que je sache gérer, je suis en train de me dire que là, il va falloir que je fasse un putain de montage. Il va falloir que je sache gérer le fait d'avoir mes applications de façon facilement accessible, parce que sur un iPhone X, ça reste un 5.8, et on n'a pas cette petite fonction sur la barre pour descendre les applications, ce qui montre quand même une espèce d'astuce pour avoir une ergonomie un peu aux fraises quand même, hein, c'est-à-dire au départ, et ce qui fait que, au lieu déjà de commencer d'en haut à gauche, qui est le moins accessible, de commencer en bas à droite, peut-être, je sais pas. Et ce qui fait que ce serait bien de pouvoir ranger les applications comme on a envie, et pas devoir trouver des astuces en mettant des applications de merde en haut pour arriver à les accéder en bas. En tout cas, moi, c'est ce que je fais pour avoir toujours cette facilité d'utilisation. Donc là, on est clairement sur de l'anti-ergonomie. C'est plus de la simplicité, c'est du simpliste. Et c'est là où ça me blesse. Pour finir, on va finir avec les claviers, après 20 minutes de monologue. Les claviers. Le clavier, alors moi j'utilise le clavier Google, notamment pour le côté utilisation à une main, et l'habitude d'utiliser Google Clavier sur Android. Puis l'occasion aussi de tester un clavier autre qu'Apple, en plus de celui d'Apple que j'ai testé rapidement, avec iOS qui intègre enfin le swipe pour un smartphone qui se veut sur la gestuelle, ce serait peut-être bien vu que ça existe depuis plusieurs années sur Android, je dis ça comme ça, mais surtout que c'était buggé. Alors d'une part sur Discord, la gestion clair-sombre était buggée, ce qui fait que parfois il clignotait un petit peu entre le blanc et le noir sur Discord, ok, et on avait aussi la gestion entre les claviers, le clavier Apple français, Apple anglais, et Google clavier. J'avais changé l'ordre de priorité, on va dire, des claviers, et j'avais mis Gboard en premier, ce qui me paraissait logique sur Android. On peut en avoir plusieurs d'actifs, on peut choisir ceux qui sont simplement actifs en cochant une case, et dire, voilà, toi t'es actif, toi t'es pas actif. Et sur, par exemple, MI, le clavier par défaut, c'est Google. Et par défaut aussi, si on reste sur tel clavier, on va être toujours sur le même clavier, on change si besoin. Là, sur Apple, je me suis dit, c'est en premier, donc c'est lui qui va ressortir en premier à chaque fois, en tout cas, c'est lui prioritaire. Et non, 3 fois sur 4, ou très très souvent en tout cas, vu que j'ai vite cherché à comprendre pourquoi, je revenais sur le clavier Apple.
Alors en plus de ça, pour mettre le clavier Apple en mode une main, faut aller dans les options, faut aller dans les paramètres, aller dans les claviers et demander le redimensionnement. Sur Android, on a directement un petit raccourci dans le clavier en faisant le bouton Entrée restant appuyé et changeant en se mettant en mode une main. Et on l'enlève en appuyant dans la zone libre, on appuie sur le mode grand pour le remettre en grand. Ça, c'est ce que j'appelle simple. Sur iOS, c'est pas du tout ergonomique. Pour aller chercher une option au fond des paramètres, pour avoir un truc que tu pourras avoir directement en faisant un geste, bah non. D'ailleurs, un petit geste aussi sympathique, hein, pour rester dans le truc des gestes et des claviers, sur Android, on appuie sur le bouton retour pour effacer, et si on recule, en fait, on va effacer des mots à chaque lettre où on va aller. C'est super simple d'effacer tout un groupe de mots. Sur iOS, on n'a même pas ça, même pas avec Google Clavier. Hein. Donc Android serait, sur certains aspects, mieux géré sur le niveau geste. Je trouve que ça pique un peu. Bref, en tout cas, voilà. Après 23 minutes de monologue pour la partie iOS, on va passer sur la conclusion. On va finir et je vais essayer de faire plus vite sur la conclusion. Alors comme vous le voyez, vous allez dire « je suis de mauvaise foi, et tu dis ça, et c'est n'importe quoi, et ceci ». Android a des défauts. Je dis pas le contraire. Là, je me suis basé en tant que ultra utilisateur Android, vous l'aurez compris pour beaucoup, ultra utilisateur Android, par rapport à une utilisation un peu classique, basique, intensive d'un smartphone classique. Et encore, j'ai même pas parlé du multi-fenêtre qui est très intéressant et que j'utilise très régulièrement sur Android, que nous n'avons tout simplement pas sur iOS puisque c'est réservé à iPadOS. Hein. Bref, j'ai pas parlé du multitâche, un peu simpliste aussi, mais bon, c'est autre chose. Bref, il y en avait déjà pas mal, ça fait déjà beaucoup de défauts, je vais pas tous les énumérer, si je passais encore, je pense, 20 jours dessus, je n'aurais trouvé d'autres. En soi, comme je le disais dans la partie un peu neutre, iOS c'est pas un mauvais OS, hein, c'est pas ce que je dis. Les divers détails que je dis, ça reste plus du détail, ça reste plus de la gestion de l'ergonomie. Ce que je reproche, c'est que je trouve comme défaut sur iOS, c'est que par rapport à ce que beaucoup me vendent, par rapport à ce que beaucoup me disent d'iOS étant absolument limite un monde merveilleux et que Android a 10 ans de retard parce que c'est une usine à gaz, je pense que, ouais, à l'époque d'Android 2.3 et iOS quoi, 4, 5, ouais, ok, ouais, oui, sûrement, c'est très très probable. Oui, oui. Mais là, on est à Android 8, 9, 10 selon les smartphones, et selon les smartphones que j'ai testés, c'est 8, 9, 10, hein, et iOS 13 pour l'iPhone X. iOS n'a rien de spécial. Ah, peut-être qu'il y a l'écosystème Apple, mais sans l'écosystème Apple, iOS, c'est ce qu'il y a de plus banal. Enfin, je veux dire, Android en propose autant, si ce n'est plus en termes d'options, et les propose, je le trouve, vachement intelligemment. Ce qui est le pire, en fait, c'est que je suis parti d'une expérience qui était là pour me dire, je vais peut-être me réconcilier avec iOS, et je vais peut-être adoucir mon avis. C'est tout le contraire qui est en train de se passer, vous l'aurez compris. J'ai bien expliqué mes arguments, j'ai vraiment fait en sorte justement que vous compreniez bien, surtout pour ceux qui vont sûrement essayer de trouver que je suis de mauvaise foi, parce que c'est pendant le tournage, j'ai vu comme dire ah, j'ai de mauvaise foi. J'essaie d'argumenter et j'essaie d'être le plus, entre guillemets, objectif. On a tous ces critères, on a tous des choses. C'est bien évidemment de mon point de vue et de mon point de vue façon Android. Mais je m'attendais réellement à mieux d'iOS. Je m'attendais réellement à trouver quelque chose qui me dise « Ok, Android est plus simple à utiliser ». Le truc, c'est que ça m'a encore plus réconcilié, et ça m'a même réconcilié avec certaines surcouches, type MIUI 11, qui est vieillissant et qui a plein de petits défauts, que d'autres surcouches non plus. Ça m'a réconcilié avec certaines surcouches, et ça a renforcé l'idée comme quoi Android... Ça m'a même dit que Android est globalement mieux pensé qu'iOS. Et en tout cas que les surcouches et les acteurs qui créent les surcouches en plus d'Android, certes n'ont pas le même suivi, j'en ferai une petite aparté en toute fin de conclusion, elles n'ont pas... y a cette gestion de surcouches, mais ces surcouches, ces diverses surcouches apportent beaucoup de choses à Android et apportent beaucoup de choses à l'utilisateur. Et en fait, ergonomiquement, les personnes qui font les surcouches, et même Google, je trouve qu'ils s'en sortent beaucoup mieux. Il y a beaucoup plus de choses que je trouve beaucoup plus logiques dans l'utilisation, beaucoup plus sensées, beaucoup plus compréhensibles, et beaucoup plus... qui permettent beaucoup plus de choses. Alors oui, iOS c'est simple, mais je trouve que c'est là où c'est la différence entre simple et simpliste. Appuyer sur une application gratuite en faisant installer, c'est simple. Faire plusieurs choses de ce type-là, enfin, la version iOS, quand je disais en termes de défaut, c'est pas simple. C'est moins simple en tout cas. Ce que je veux dire, c'est que c'est moins simple. Pouvoir gérer simplement ces icônes, mais ne pas avoir de lanceur d'application, enfin de tiroir d'application, c'est simple. On choisit, et puis on se démerde pour tout mettre dans un dossier, vu que c'est pris un peu d'iOS.
Sur iOS, on n'a pas du tout de gestion, c'est-à-dire on peut faire des dossiers, on met les applications, mais elles arrivent et puis elles s'empilent, et puis on peut pas choisir qu'est-ce qui va être vers le bas, tout en bas, on peut pas faire une organisation spécifique. C'est ce que j'appelle simple. Il y a des choses qui sont pas développées, qui ont besoin d'être développées aujourd'hui sur iOS. Alors ça va réduire la différence entre iOS et Android. Aujourd'hui, ça va être un combat d'écosystème. Mais, je veux dire, c'est pas parce que iOS ne permet pas ça que d'un coup ça devient simple. C'est que là, c'est simpliste. Parce que pour moi, ranger des applications, c'est comme ranger un bureau, c'est quelque chose que tout le monde sait faire. Et même ma mère sait le faire, alors qu'elle s'en bat un peu les couilles des smartphones, et qu'elle n'est pas spécifiquement développée pour... comment dire, bah, elle commence à être un peu âgée, donc forcément la technologie ça la dépasse, et puis bon, les smartphones, vu le nombre qu'elle a cassé en plus de ça, mais ce qui fait que, bah, non, je trouve pas que qu'iOS a un quelconque intérêt supplémentaire face à Android. Je trouve que c'est un OS qui se vaut, qui a plein de défauts, ergonomiques et qui va s'améliorer sur certains points, bien évidemment, comme tous, mais je trouve que Android, justement, a vachement bien évolué, a su trouver d'excellentes idées, et on voit surtout que les différents acteurs qui travaillent pour Android et qui créent des surcouches ont su bonifier et améliorer énormément l'expérience qu'il y a sur Android. Le plus gros reproche qu'on reproche justement à Android, c'est la fluidité. La fluidité, enfin c'est un des gros reproches. Sauf que la fluidité, vous l'aurez selon les acteurs, selon la gamme de prix déjà, bien évidemment, que vous allez prendre. Hein. Si vous prenez un bas de gamme à 200 €, vous passez sur iOS, bien évidemment que ce ne sera pas la même fluidité. Ça, c'est évident. Mais sur de haut de gamme, il y a une gestion différente des ressources, il y a une gestion différente de la RAM, etc. Bref, c'est divers et varié. Et il y a certains acteurs qui arrivent à faire aussi bien, voire maintenant mieux, que iOS et d'autres moins bien. Ce qui est logique, hein, personne se vaut et tout le monde a des défauts divers et variés sur cette différentes gestions, bref. Mais ce qui fait que y a plein d'acteurs, comme je dis, qui font mieux. Il y a ça. Et la dernière chose, pour emballer tout ça dans un beau papier cadeau, le fameux suivi iOS. Chose que je n'ai pas du tout parlé là-dedans, c'est la photo. J'en ai pas parlé parce que l'iPhone est un peu dépassé, et aujourd'hui il est un peu vieux aussi, ce qui est logique. Mais au moins sur Android, on a 2 ans de mise à jour. Par contre, on a, dans ces 2 ans de mise à jour, l'OS complet qui va évoluer, et qui va évoluer comme les hauts de gamme aujourd'hui. C'est-à-dire que, par exemple, un Honor... Alors, je prends un bas de gamme en plus de ça. Un Honor 8X sort. Vous avez le Huawei P20, etc., puisque c'est un peu les mêmes marques, les mêmes surcouches. Les Huawei P20 vont apporter le fait de pouvoir faire de la photo type maintenant les modes nuit, ce qu'on appelle maintenant les modes nuit. C'était arrivé d'abord avec Huawei. Et c'est arrivé avec une mise à jour sur le Honor 8X. Donc c'est-à-dire que, en gros, ce qui va faire la plus grosse différence, c'est la différence de performance sur beaucoup de points. Tout ce qui est hardware va beaucoup changer. Il y a quelques petites choses mineures qui vont changer en termes logiciels, mais dès qu'il y a des grosses nouveautés très intéressantes, ça va être apporté sur les plus bas de gamme. iOS 13, ça va être apporté dans les grandes lignes, mais ce qui font les fonctions spécifiques, par exemple le mode nuit qui est arrivé sur les iPhone 11, il n'y est pas sur l'iPhone X. Il a un putain de processeur. Il a normalement, si je dis pas de bêtises, un processeur neural, l'un des premiers à l'avoir normalement, puisque justement Face ID, et il ne saurait pas gérer un mode nuit alors qu'un bas de gamme sait le gérer après une mise à jour. Ça, c'est ce que j'appelle aussi vouloir faire consommer. On nous vend en plus de ça ces mises à jour, le super gros suivi, mais déjà si on a un super gros suivi et que des fonctions qui sont importantes, qui peuvent être facilement mises dedans, un iPhone 4, iPhone 4S qui permet seulement sur l'iPhone 4S de gérer Siri. Et ce qui fait que ces fameuses mises à jour, ouais, certes, ok, bon, la sécurité, tout ça. Aujourd'hui, on est à 3 ans de mise à jour, normalement sur le haut de gamme, en tout cas, assuré pour Android, avec 2 ans de mise à jour majeure et 1 an de mise à jour de sécurité. Qui va être encore amélioré via les Play Services, qui verrouillent encore plus, pour le coup, Android, pour faire ces mises à jour de façon de plus en plus transparente et de plus en plus intégrée par rapport aux surcouches qui sont mieux en mieux séparées. Donc, ils trouvent des façons de faire qui sont assez intéressantes, mais sur iOS, en fait, le truc, c'est que là où iOS, en plus de ça, une fois que la version iOS va être trop vieille, on va avoir des applications en moins qui vont être disponibles. Bref, tout est fait pour que on nous change l'appareil, on nous force à avoir les dernières mises à jour, même si elles sont ultra buggées. Et au final, ça apporte pas tant de choses que ça. Aujourd'hui, les mises à jour sont tellement matures que, en plus de ça, ça apporte pas grand-chose. Donc, on nous survend aussi ces mises à jour. Ça a toujours été un truc d'Apple, ça a toujours été une différenciation. Android l'améliore. On est clairement, on va dire, à 3 ans de mise à jour et 2 ans avec des améliorations diverses de bugs. Sur ces 2 ans de mise à jour majeure, on va avoir plus ou moins grosses différences selon les surcouches sur cette gestion-là. Mais au-delà des 2 ans, je veux dire,
Flyme 8, alors là j'ai le Flyme 8 China, mais sinon j'ai Flyme 7 qui est sur Android 8. Là j'ai un Oppo avec Android 9 et ColorOS 6. Et là j'ai Android 10, alors en bêta ça va bientôt sortir, avec Magic 8 3.0 ou MUI 10 pour l'équivalent Huawei. Au quotidien, je ne fais aucune différence entre les trois. Pour faire très simple, j'ai le mode nuit sur les trois appareils dans la partie photo native des applications. J'ai aussi le mode nuit de l'interface sur un téléphone qui est sur Android 8, sur Flyme 7, qui est même pas la dernière version, puisque la version globale n'est même pas déployée, sachant que Flyme est clairement pas très très bon, surtout sur les mises à jour internationales, mais ça c'est une autre histoire, mais ça montre quelque chose. Ça montre que même des mauvais acteurs en termes de suivi arrivent à trouver, à amener des choses que même iOS n'arrive pas à amener sur des hauts de gamme qu'on paye extrêmement cher, comme un mode nuit sur l'appareil photo. Alors plus ou moins réussi, hein, bien évidemment, selon les acteurs, néanmoins ils l'ont apporté. Ils ont montré, voilà, nous aussi on sait l'intégrer, et on l'intègre sur nos téléphones, on l'intègre sur nos bas de gamme, nos milieux de gamme, et avec l'application, juste mise à jour de l'application, hein, ou mise à jour, voilà, nouvelle application, on a refait ça. Même sur ceux qui en font pas souvent, des mises à jour, bah ça apporte ça. Et les mises à jour de sécurité, bah en fait le truc c'est que la meilleure sécurité c'est de savoir utiliser un smartphone. C'est-à-dire que moi j'ai pas les téléphones les plus à jour en soi, mais je ne prends pas n'importe quoi non plus. Je prends les applications du Play Store, alors bien évidemment comme partout, et surtout sur le Play Store où c'est plus automatisé, il y a plus de défauts, mais c'est pas forcément les plus connus. Mais la sécurité, elle vient surtout de vous, en fait, des applications que vous utilisez, tout simplement. Vous restez dans les clous avec des applications, et pour la plupart, vous utilisez des applications tout à fait lambda, aucun problème. Si vous les cherchez en dehors du Play Store, si vous cherchez des applications crack, vous savez pas ce qu'il y a dedans. Et donc ça peut installer des conneries. Mais c'est de votre faute. À un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. J'ai envie de dire. Et ce qui fait que, oui, enfin je veux dire, je prends un Flyme, je prends mon Meizu 16e qui est pas à jour, ni sur la version Android, ni en plus de ça sur la version Flyme en international par rapport à la version China. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Mais vous imaginez pas à quel point. Ça fait une grosse conclusion quand même. Mais ce que je veux dire par là, et pour tout terminer, c'est que Android a certes son défaut de mise à jour, mais il arrive quand même à faire des mises à jour de système qui permettent d'apporter des choses que même iOS en un an n'arrive pas à apporter sur certains de ses smartphones haut de gamme, alors que ça arrive à être apporté sur une smartphone milieu de gamme sur la les smartphones d'une gamme différente du côté d'Android. Ce qui fait que même si on a 2 ans déjà, un smartphone peut être utilisé beaucoup plus d'années, puisqu'on est sur un minimum Android 5 aujourd'hui, donc on peut garder les smartphones très très longtemps avec un Play Store et des applications à jour, mais qu'en plus de ça, et pour clouer tout ça pour les mises à jour, quand vous avez un vieil iPad qui fonctionne encore bien, surtout pour juste regarder des vidéos de YouTube, et qu'on vous dit « votre version est trop vieille », vous pouvez plus l'utiliser, il le désinstalle, il peut plus le réinstaller, c'est un peu bâtard sur les bords. Par contre, côté Android, vous avez une application qui va rester sur telle version. Et vous pourrez la télécharger, mais télécharger uniquement cette version-là. Mais en plus, il faut y aller, c'est-à-dire que des tablettes sous le Lollipop, ça commence à dater, et c'est encore pris en charge aujourd'hui sous le Lollipop, donc c'est du KitKat. KitKat, c'est le S3 ou S4 S4, je crois. S4, ça date, Là, on est au S10. Enfin, S20 même. Donc, ce qui fait que, au final, dans l'utilisation, quelqu'un qui va rester dans les clous et sur une utilisation tout à fait basique pourra utiliser son smartphone extrêmement longtemps, tout autant qu'un iPhone. Donc, c'est même pas l'argument des mises à jour, c'est un peu bancal pour moi, parce que dans la réalité, on peut parler de sécurité, mais la meilleure sécurité, c'est comme tout le monde. J'espère que vous aurez apprécié cette très très grosse tirade, tout ce truc très complet, j'ai plus de batterie. Merci à vous, j'espère que ce truc complet, vous aurez apprécié ce truc-là, et j'espère que vous ne serez pas trop contre moi. Et puis sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ça a été très spécial de tourner ça. Je me dépêche. Ça a été très spécial de tourner ça, mais j'espère que vous aurez compris mon avis au complet et que peut-être que oui, je pense avoir maintenant un peu plus de légitimité et vous comprendrez mon avis et que vous comprendrez un petit peu pourquoi je trouve que iOS c'est pas si ouf que ça par rapport au reste. Sur ce, à bientôt sur Technoïd.